Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui on va parler de TikTok et plus particulièrement de ByteDance, le groupe qui gère TikTok, qui lance un concurrent à Instagram. C'est assez inédit, on regarde ça juste après l'intro. C'est parti. Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes, salut Margot, comment ça va? Ça va super et toi? Ça va très très bien. Aujourd'hui, super programme, donc je te partage vite fait mon écran. On va commencer avec un article du siècle du digital qui nous annonce donc l'arrivée d'un nouveau réseau social lancé par la maison mère de TikTok, donc ByteDance. Tu vas voir, ça va être assez intéressant. C'est un genre de mix un peu entre, on va dire, entre les codes d'Insta, de Pinterest, mais saupoudré de l'algo de TikTok qui fait un petit peu sa réussite et qui fait que tout le monde le connaît. Donc ça va être un peu le gros dossier, on va en parler juste après. Ensuite, on parlera également, toujours sur le siècle du digital, de Google. Google qui est pas mal ciblé aujourd'hui par l'autorité de la concurrence et qui est un peu dans le collimateur, on va dire, et qui essaye de jouer un petit peu plus la transparence. Ils vont lancer en fait un nouvel outil qui va permettre un peu d'être un peu plus, de pouvoir retracer, on va dire en quelque sorte, tout ce qui se passe au niveau de la publicité, comprendre, pourquoi est-ce que tu es touché par telle ou telle pub, etc. Donc on y reviendra. Microsoft, sur un article du blog du modérateur, qui lance Security Copilot. Donc toujours Microsoft qui poursuit un peu sur son ambition, on va dire, d'aller développer l'IA un peu partout grâce à OpenAI. Et donc là, il s'adresse plus sur la partie cybersécurité. Donc c'est assez intéressant. Il y aura un nouvel outil en fait pour les gens qui sont dans la cybersécurité pour détecter automatiquement certaines failles. L'éclaireur Fnac nous parle également de Twitter qui détaille ses nouveaux prix pour son API, puisque comme vous le savez, l'API n'est plus gratuite de Twitter. Ça avait fait pas mal parler, on en avait pas mal parlé sur des matinales à une époque. Et pour terminer, l'usine digitale également qui nous parle d'Apple Pay Later, donc Apple qui va se vouloir un peu, qui va entrer, on va dire, dans le service de microcrédit. On regardera ça un petit peu plus. Donc là, c'est plus sur la partie e-commerce, je dirais. On détaillera ça ensemble. Et après, évidemment, comme d'habitude, j'ai quelques petites ressources que je vous partagerai. Margot, ce que je te propose, c'est qu'on va commencer avec ce premier article qui, je pense, va nous faire un petit peu discuter. Je vais le lire et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à garder vos meilleures réflexions, à les mettre dans le chat et comme ça, moi, je réagirai on réagira ensemble une fois que l'article sera terminé. Allez, je passe sur ma scène. Oh là là, je suis perdu, c'est celle-ci, voilà. Hello Damarwen qui nous rejoint, coucou à toi. Hello Olivier également. Ça a commencé, j'ai regardé du Minecraft. mais tu n'es pas en retard Olivier, ne t'inquiète pas, tu es là pile poil au début. Alors, je commence du coup avec ce premier article et donc un potentiel concurrent qui serait lancé par ByteDance. Donc ByteDance, pour rappel, c'est la maison mère de TikTok et qui du coup lancerait un nouveau réseau social qui s'appelle Lemonade. Enfin, je pense qu'on peut le prononcer un peu à l'anglaise. Donc l'article dit ceci: depuis fin février, ByteDance, la maison mère de TikTok, introduit discrètement un nouveau réseau social aux États-Unis, Lemonade, selon les données de Sensor Tower. Je crois que c'est un organisme qui recense pas mal de stats, etc. Le 28 mars, celle-ci il serait donc à la première place de la catégorie style de vie, donc je pense que c'est lifestyle, et frôlerait d'une place le top 10 des applications les plus téléchargées, toutes catégories confondues. Une croissance impressionnante alors que TikTok, sa grande sœur, est dans le viseur de Washington, craignant que le géant chinois partage les informations des utilisateurs américains avec Pékin. Donc ça, pour rappel, il faut savoir qu'en ce moment, ByteDance doit répondre un peu aux États-Unis de leurs pratiques, essayer d'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que, comment est-ce qu'ils gèrent la data, et parce que les États-Unis craignent que en fait l'État communiste chinois puisse profiter un peu des données au travers de l'application de TikTok. Donc c'est un peu l'affaire qui fait parler en ce moment. Et là, eux, ils en rajoutent une couche en disant let's go. On lance une deuxième application et puis c'est parti, quoi. Donc ensuite, ce que dit l'article: prenez le concept d'Instagram
d'Instagram, mélangez-le avec celui de Pinterest, saupoudrez le tout avec l'algorithme TikTok et vous obtiendrez Lemon 8. Lancé en avril 2020 au Japon, en Thaïlande, au Vietnam et en Indonésie, cette nouvelle plateforme a atteint les 5 millions d'utilisateurs par mois en 2021 et donc visiblement sans faire de publicité de quoi que ce soit, hein, c'est ce qu'il faut comprendre. Désormais, elle s'aventure à la conquête du Royaume-Uni mais surtout des États-Unis. Donc là on a quelques captures d'écran. On pourra y revenir un petit peu plus tard, mais en termes de look and feel, c'est quand même très très proche d'Instagram et voilà, enfin, vous allez voir, ils n'ont pas réinventé la roue quoi. Pour y parvenir, Lemon 8 a commencé à se rapprocher de créateurs populaires afin d'y produire du contenu. ByteDance, la société mère de TikTok, vous invite à devenir un des premiers créateurs sur leur nouvelle plateforme Lemon 8 avant qu'elle ne soit officiellement lancée aux États-Unis. Donc ça, c'est ce qui était un peu annoncé, on va dire, dans les courriels qu'ils envoyaient aux agences market. Donc d'après le message consulté par le New York Times, ByteDance met en avant le succès de TikTok et notamment son algorithme en assurant que Lemon 8 utilisera le même moteur de recommandation. Voilà, c'est un peu, ils s'appuient sur leur point fort. Owen Bowie qui dit c'est arrivé quand en France? J'ai jamais entendu parler. Alors justement, c'est pas encore en France, c'est pas encore arrivé en France. Et puis voilà, c'est ce qu'indique un petit peu, si tu veux, l'article, c'est que je crache sur mon micro, c'est pas cool. C'est que en gros, là ils montent en fait l'application, mais ils n'ont pas communiqué ou très peu communiqué dessus parce qu'ils essayent en fait de commencer à avoir du contenu. Parce que si tu veux, quand tu fais en mode, quand tu lances une plateforme de contenu, la difficulté au début c'est d'avoir suffisamment justement de contenu et de créateurs de contenu pour pouvoir en fait justifier que c'est intéressant de venir sur ton réseau social, tu vois. C'est un peu l'idée. Et donc je pense que là pour le moment ils essayent un peu en sous-marin de monter un peu le truc et ils commenceront à communiquer vraiment qu'une fois que tout sera en place et que voilà, il y aura suffisamment de monde en fait pour vraiment s'en vanter quoi. C'est un peu l'idée. En tout cas pour le moment donc ils disent que c'est donc lancé je crois que c'est au Royaume-Uni et pas encore, ça va bientôt se lancer aux États-Unis. Ensuite, avant de débattre un peu là-dessus, donc les contenus de l'application fortement inspirés du design d'Instagram se présentent sous 2 colonnes. Chaque publication peut être accompagnée de plusieurs images et de textes. Ok. Comme TikTok, Lemon 8 possède 2 fils d'actualité. Donc pour toi, le fameux For You qu'on connaît tous, qui est aussi sur Twitter. Et donc, en plus de ce pour toi, donc qui est plutôt un feed, on va dire, dédié aux recommandations faites par l'algorithme. Hein. Donc, en gros, ça va vous pousser des choses en fonction de vos centres d'intérêt. Contrairement au second qui lui sera dédié vraiment au compte que vous suivez. Voilà. C'est assez classique, c'est comme ça aussi sur Twitter. Il y a d'un côté le feed dédié aux choses que vous pouvez découvrir basé sur un peu vos centres d'intérêt et de l'autre ça va plus être des comptes auxquels vous êtes déjà abonné et donc voir uniquement leurs publications à ces comptes-ci. Ok, qu'est-ce qu'il y avait d'autre de précisé qui était aussi intéressant? Ouais, bon, alors après, il nous précise un peu le portrait type, enfin la cible, on va dire, type que viserait ce nouveau réseau social. Donc, ils disent femmes âgées de 22 à 26 ans vivant à New York ou Los Angeles. Bon, un peu restrictif, mais voilà, c'est histoire que vous ayez un petit peu l'ambiance et que vous compreniez ce qui est le profil type qui est ciblé. Donc voilà, après on a quelques captures, on pourra y revenir après quand on y parlera, mais vous voyez effectivement ce double flux, following et for you. Et ensuite on a quelques catégories, pour le moment ils sont focus vraiment sur certaines catégories particulières, donc mode, beauté, bien-être, etc. etc. Vous voyez quand même les profils, c'est quand même très très proche enfin on retrouve vraiment du Insta, hein. Là c'est très net. Et après, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, un plan bien rodé. Selon plusieurs sources proches de l'affaire, si ByteDance indique que Lemon 8 n'a pas encore été officiellement lancé, c'est parce que le mastodonte chinois veut profiter du mois d'avril pour accumuler du contenu. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Une fois son objectif atteint, il prévoit en mai de lancer une grande campagne publicitaire pour attirer de nouveaux utilisateurs. Et puis en septembre, ByteDance se tournera vers les moyens de monétiser les publications de ses créateurs partenaires. Ça, c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment. Tous les réseaux sociaux se font un peu la guerre justement là-dessus. Et le but, c'est de se dire qu'il faut trouver très vite un moyen de monétiser les contenus. Un, pour nous gagner de l'argent, enfin eux gagner de l'argent. Et deux, pour attirer les créateurs de contenu.
Pour nourrir sa plateforme, ByteDance propose de rémunérer les créateurs de contenu qui accepteraient de donner une chance à Lemon8. Hello Nico, hello Bob qui nous rejoignent, bienvenue à vous. Donc pour vous résumer rapidement, là le début de l'article, ByteDance du coup qui est la maison mère de TikTok, lance son propre réseau social qui serait un espèce de mix entre Pinterest et Instagram, mais avec le moteur de recherche, enfin l'algorithmie de TikTok qui fait un petit peu sa célébrité. Allez, on termine et puis après on en parle. Donc, l'arrivée de Lemon8 pourrait renforcer l'inquiétude de Washington envers ByteDance. Donc ça, c'est un peu le sujet dont on a parlé au début. C'est que, effectivement, les États-Unis aujourd'hui ont vraiment très peur. Alors, officiellement, la version officielle, c'est oui, on n'a pas envie qu'il y ait des informations qui fuitent pour l'État chinois, l'État communiste. Officieusement, on en parlera, hein, mais officieusement, on peut aussi se demander est-ce que en ce moment ByteDance n'est pas le gros caillou dans la chaussure de Meta, parce qu'ils sont en train de bouffer le marché tout simplement, et l'arrivée de ce nouveau réseau social Lemon8 n'arrangerait rien du tout. Donc je pense qu'il y a aussi ce genre d'intérêt, on en discutera ensemble. Donc pour rappel, Xu Zhiqiu, qui est donc le président directeur général de TikTok, était auditionné le 24 mars par le Congrès à propos des données personnelles récoltées par la plateforme de partage de courtes vidéos, et donc ils sont sous haute surveillance depuis 2020, ça c'est ce qu'ils disent, et qu'il y a un projet cible qui les cible un peu, donc qui est le projet de loi bipartisan pour donner le pouvoir au gouvernement américain d'interdire purement et simplement l'application, voilà, pour des raisons de sécurité. Parce que, en gros, au niveau législation, il faut légiférer pour que le président américain ait plein pouvoir là-dessus. Voilà pour cette introduction. Margot, qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau réseau social Lemon8 ? Est-ce que ça peut marcher déjà, purement et simplement, juste au niveau du concept, qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, je vois que je suis clairement dans la cible, jeune fille de 22-26 ans vivant à New York. Je l'ai pas fait Franchement, je me exprès, dis- vraiment. Et pour être honnête, encore ce matin, on pensait pas que. Je pensais que j'allais être solo sur l'animation. Et en fait, Margot m'a proposé ça. J'ai vu le message ce matin. Je dis allez, let's go. Mais tu vois, comme quoi les planètes s'alignent, quoi. C'est. Ouais, vraiment, je me suis sentie, mais c'était clairement le réseau social que j'attendais, donc je suis contente. Sinon, blague à part, franchement, je sais pas ce que t'en penses, hein, et même ce que vous en pensez dans le chat, mais j'ai l'impression que c'est un peu la guerre froide de nos jours, quoi. Ouais. Pour moi, je l'assimile à une guerre froide, clairement. Une guerre froide, une guerre économique et quelque chose qui. Enfin, moi, vraiment, je commence à vraiment ressentir dans tous les articles que je lis. Tu ressens que Meta en ce moment est vraiment dans le mal et moi je me dis que est-ce que c'est pas aussi alors il y a certainement ce côté sécurité, ça j'entends tout à fait, ne pas vouloir donner de la data à l'État chinois parce que ça pose des problèmes de sécurité nationale, internationale, j'entends, mais moi j'ai aussi et surtout la sensation que les mecs en fait ils flippent à mort et que Meta c'est un peu un aveu de faiblesse quoi en ce moment, ils savent pas comment faire. Ils ont stoppé plein de projets, genre ils avaient des projets de VR, tout ce qui est métavers et tout, les NFT, ils ont tout stoppé, ils se focus purement et simplement maintenant sur l'IA et ce genre de trucs, mais en fait à l'arrivée tu sens qu'ils sont vraiment dans le mal. Franchement. Et c'est la guerre vraiment silencieuse. C'est ouais. vraiment, si vous voulez, je peux vous faire un petit cours de parallèle entre la guerre froide et ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Des bons C'est matins. mon côté ancienne historienne qui ressort. C'est l'éclate. Ouh, ça fait rêver. Mais franchement, c'est exactement pareil. C'est la guerre, genre silencieux. De temps en temps, t'entends le gars de TikTok qui se fait lyncher. Et après, c'est le mec de Meta qui se fait lyncher sur les tribunaux. Mais c'est vraiment une guerre hyper silencieuse. Mais les impacts derrière, économiques, diplomatiques, c'est chaud, quoi, tu vois. Et si tu remets après avec les guerres en Ukraine, enfin, tu vois, il y a plein de choses. Au final, c'est pas si anodin que ça, ce réseau social qui se montre. Ouais, on a Olivier qui réagit un peu par rapport à ça. Il met donc s'il y a moins de pubs qu'Instagram et une messagerie aussi bien, alors ça peut détrôner Instagram. La majorité des gens que j'ai sur Insta est pour la messagerie car TikTok est nul pour ça, ok. Et ensuite il plus soit par rapport à ton point de vue, il dit tout à fait, c'est ce que je disais dans un autre stream, les USA sont en guerre froide avec la Chine comme à l'époque avec les Russes et TikTok est le bouc émissaire. C'est un peu ça. Nous c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent. Après, ouais, on n'est pas spécialiste. Voilà, il y a des enjeux géopolitiques et il y a des enjeux aussi, je pense, économiques purement, parce que je pense que Meta et l'État américain quand même doivent être un petit peu, doivent certainement discuter de temps en temps à mon avis. Il me met, regarde aussi le retour de Jack Ma en Chine. J'ai vu ça, ouais. Donc Jack Ma qui est le patron
comment ça s'appelle, du e-commerce, c'est Alibaba, c'est ça, je me trompe pas. Alibaba. Et, Ouais, c'est Alibaba. et il met donc le parti comprend aussi qu'il y a un truc à jouer économiquement parlant. Ouais, ouais. Non, non, mais de toute façon, aujourd'hui, la politique est aussi très très dirigée par l'économie, clairement, et c'est souvent les grands patrons qui échangent en tout cas et voilà, qui discutent avec les hommes politiques. Alibaba plus la finance, ok. Donc voilà, bon, on va pas s'étaler sur le côté politique parce que pas c'est du pas tout. notre truc, mais Mais après c'est sur vrai le que concept déjà de base, qu'est-ce que t'en penses? Parce que bon, c'est vrai que l'algorithme de TikTok, c'est ce qui fait un peu sa renommée aujourd'hui. Après, il n'y a pas de, tu vois, il y a ce côté visuel. Enfin, je peux vous montrer vite fait quelques aperçus, mais tu vois, il y a rien de transcendant et de révolutionnaire, quoi. C'est vraiment pompé de toute sur Insta. façon, maintenant, honnêtement, ces personnes-là, ils savent faire des réseaux sociaux, quoi. Ouais. Maintenant, que ce soit TikTok ou un autre, n'importe quoi qu'ils feraient, ils savent de toute façon que ça marche. Donc, ils vont pas besoin de réinventer la roue. Ils ont énormément de data, il y a plein d'études. Donc, faire un réseau social maintenant, bon, ils savent le faire. Après, la vraie question, c'est que comment tu fais adhérer en masse à un nouveau réseau social? Parce que Ouais. finalement, c'est ok, derrière eux, en fait, ils font leur petite guéguerre entre eux. Mhm. Qui, ben, comme on dit, nous, on n'est pas concernés. Nous, on a le produit. Parce qu'en fait, nous, quand on choisit TikTok, on s'en fout de tous leurs trucs derrière. Et donc, comment eux, Lemonade, comment il va faire en sorte d'être adhéré par les plus grands nombres? Par exemple, Instagram. Pourquoi Instagram a cartonné? C'est que Justin Bieber est venu sur la plateforme. Avant, il y avait personne qui allait. Les mecs d'Insta, ils étaient 3 ou même 2 fondateurs. Ils étaient tout seuls dans leur cave. Et puis, il y a Justin Bieber qui s'est mis sur Instagram. Et c'est ça qui a fait bombarder toute l'app. Je pense que ça va être ça, hein, ça va être un peu la technique de la boîte de nuit, quoi. C'est-à-dire, en boîte de nuit, on laisse entrer les filles, c'est gratuit, comme ça tu sais que tous les garçons viennent. Ben là, ça va être pareil, ils vont mettre des gros coups de 10 000, de 100 000 dollars pour attirer des créateurs de contenu, et tu sais que là où les créateurs vont, ben, le public va suivre, quoi. Donc pour moi, ça va être ça. Moi, je le vois comme ça, hein, parce que. Puis même le public, quand t'as l'habitude d'être sur Instagram, bon, après, si c'est les jeunes filles de 22 ans, bon, ben, elles ont. Peut-être que c'est plus facile pour elles de changer que nous, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que l'enjeu, il va être vraiment là, c'est le public, comment il va réagir, parce que leur guéguerre, ils s'en foutent, quoi. Ouais. Pardon, vas-y, termine, je relèverai après un commentaire. Ah, pardon, je regarde pas les commentaires. Et après, sur la monétisation, moi, je trouve que c'est comment ils vont faire aussi pour les créateurs de contenu, parce que c'est clairement les créateurs de contenu qui font venir les gens. Parce que moi, pourquoi je suis allée sur Instagram? Parce que j'ai ma copine qui allait, et parce qu'on pouvait se partager des photos, mais parce qu'aussi j'avais mon idole, Britney Spears, qui était aussi, et je voulais voir sa vie. Enfin, si tu veux, c'est l'effet de foule, en fait. Si c'est le syndrome du restaurant vide ou du restaurant plein, ouais, bien donc sûr. S'il y a personne, tu vas pas y aller, quoi. C'est ça, donc en fait, c'est un effet domino. C'est ça, faut créer un appel d'air. Pour moi, c'est ça, hein, c'est genre en mode. Enfin, si j'étais, je suis pas spécialiste stratégie réseaux sociaux, mais c'est du bon sens. Après, c'est de te dire, tu fais en sorte qu'il y en ait plein qui viennent sur ta plateforme, des créateurs de contenu, et toute la force d'un réseau social réside là-dedans, en fait, c'est dans la création de contenu. Et à partir du moment où tu as des gens très influents qui vont ramener d'autres personnes, là après tu vas avoir un appel d'air, tu vois. Après, mais de ce que les créateurs. Pardon. Non, ce que j'allais dire, c'est que de ce que j'en ai lu aussi, c'est que pour le moment, ils n'ont pas hyper bien joué au niveau stratégique, de ce que j'en ai lu. C'est-à-dire qu'il y avait, je sais plus quelle grosse influenceuse qui avait dit qu'elle s'était sentie un peu lésée parce qu'en gros, ils avaient reçu des messages très impersonnels. Genre, en gros, ils avaient lancé je sais pas combien de mails dans les agences, et en fait, c'était des mails types. Ça se voyait que c'était envoyé par des milliers de gens, tu vois. Et en mode, ils étaient là, mais bon, c'est pas qu'elle faisait les restats, tu vois, mais elle voulait que ce soit un peu plus custom, un peu plus travaillé. Donc je pense qu'ils vont faire une grosse campagne au début massive. Après, ils vont aller travailler au corps à corps, je pense, chaque personne. Et voilà, mais avec la puissance qu'ils ont aujourd'hui, pour moi, franchement, je pense que ça peut le faire. Ils inventent pas de concept, mais on a eu l'exemple avec Microsoft là récemment, qui lance une espèce de Notion-like. Ils copie-collent complètement le truc. Et en fait, ils y arrivent quand même, tu vois. Et hier, j'étais c'est sur TPMC, donc c'est une émission avec
Silver le dev et plein d'autres développeurs, ils font ça le jeudi, et ils parlaient de ça justement, du fait de cloner en fait des concepts purement et simplement, tu sais que ça fonctionne, et derrière, ciao à celui qui l'a inventé, tu vois. Donc moi je pense que c'est un truc qui peut fonctionner. Après, je pense que ce problème de géopolitique risque d'être un peu compliqué. Je lis les commentaires, je vois qu'il y a Mokuji qui met: cela confirme que les leaders se font souvent doubler par manque d'innovation et à force de se reposer sur leur laurier. Comment Meta, avec leurs moyens, ne peuvent rien voir venir et se trouver dépassés aussi facilement? Bonne question. Est-ce que c'est pas aussi des générations qui évoluent et voilà, parce que eux, tu vois, faut quand même se dire que ils sont sur pléthore de projets, ça fait longtemps qu'ils sont dans la place et ils sont sur plein de projets, tu vois. Là récemment, ils étaient, leur cheval de, c'est quoi, c'est leur fer de lance plutôt. C'était en mode, ok, la VR et le, comment ça s'appelle, le métavers, tu vois. Ils se sont même renommés comme ça. Et donc ils étaient sur des sujets métavers, des sujets VR, des sujets NFT, des sujets Web3, enfin plein de choses. Et donc c'était un de leurs sujets. Donc forcément, quand t'as à côté un concurrent qui se focus purement sur de la création de contenu, ben voilà quoi. Et on l'avait vu sur un article, je sais plus quand c'était, où il disait Instagram c'est bon, ils arrêtent un peu tout leur délire de shopping et machin, ils stoppent tous les onglets, ils se focus que sur la création de contenu, parce qu'en fait TikTok arrive pour les défoncer, tu vois. Donc voilà. On a The Viking Dev qui dit: à quand un réseau français ou européen sur ce créneau? Est-ce à dire que nous ne saurions pas faire? Je ne sais pas. Qui est-ce qui déjà pourrait le monter? Parce que je pense qu'il te faut quand même une grosse puissance financière, ou alors une start-up, mais qui soit hyper soutenue, à mon avis. Avec de l'argent. Ouais, il faut énormément de pognon, quoi. Enfin, franchement, aujourd'hui, je pense que les réseaux, c'est tellement saturé au niveau de la proposition que il te faut un concept qui plaise. Et si t'as pas de concept, il faut... Voilà, si tu dis, bah ok, en gros, on refait le Instagram, mais français... Ben ok, mais ça veut dire qu'il faut quand même beaucoup d'argent pour pouvoir créer ça et faire en sorte de faire le marketing qui va bien derrière. Parce que quand tu n'as pas de... ce qu'on disait hier avec Sébastien, quand tu n'as pas de concept innovant, après ce qui va faire la diff, c'est ton branding, c'est toi, en gros, comment est-ce que les gens adhèrent à ta personnalité, à ton réseau social, quoi, tu vois. Tu vois, il y a Manu qui dit Birial. Ah oui, c'est peut-être français, il a raison. Ouais. T'as raison, je regarde, Manu. attends, je partage mon écran. Et c'est vrai, carrément, ça pourrait être... Alors, je sais pas si on dit Birial. Ouais, tu sais, on est bilingual ici chez Déclic, donc on sait pas. Non, mais il a raison. Biril, c'est français, effectivement. C'est français. Alors, je sais pas où ça en est au niveau des stats, par contre. Ouais, je sais pas du tout. Alors, là, le concept de Biril, tu me diras si c'est ça, mais je crois que c'est... Ouais, ça y est, je remets. En fait, c'est genre, en gros, une fois par jour, t'as un moment où tu dois t'enregistrer, en fait, ce que t'es en train de faire. Et ça mise sur la spontanéité. Je crois que c'est un délire comme ça. Ouais, c'est un truc un peu comme ça, ouais. Bon, après, est-ce que ça a pris autant? Je ne sais pas. Moi, j'ai pas plus entendu que ça. Une fois, j'avais lu un article un peu là-dessus. Mais après, j'ai pas eu de... Je sais pas si vraiment ça se pose comme un gros concurrent à d'autres réseaux. Je lis un peu vos commentaires. Oula, j'ai fait une connerie. Attendez, excusez-moi. J'ai perdu le fil du chat. Tac. Mais sinon, ouais, Olivier, il dit que Biril, ça a été vraiment la folie pendant 2 mois sur TikTok, et puis après, ça s'est redescendu. Ouais, un peu comme Mastodon et Twitter, quoi. T'as la hype et puis après, ça redescend, quoi. Je regarde en même temps vos commentaires. Tac. Mais en tout cas, après, en attendant que tu trouves, je me dis, je me mets à la place d'un créateur de contenu, ça doit être aussi compliqué de choisir aussi tous les réseaux qu'il y a, parce qu'une fois que tu te mets sur TikTok, après tu te mets à faire des vidéos YouTube, après il faut faire des shorts, il faut être sur Insta, puis maintenant il faut être... Je sais pas comment... Après, ils recyclent, par exemple, les stories, ils peuvent les mettre sur Insta, sur TikTok, mais je trouve que s'adapter au code, ça devient lourd, quoi. Ouais, puis ce qu'il faut se dire, c'est que c'est ultra stratégique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas miser sur un réseau social, nous on l'a vu quand on a lancé Déclic notamment, au début, t'es quand même un peu... tu sais pas trop sur quoi il faut te positionner, donc tu regardes un peu en fonction de ta cible et ce genre de choses, mais de façon très concrète, c'est pas hyper facile de choisir la plateforme. Tu serais tenté d'aller un peu partout pour essayer de toucher le plus grand nombre, mais en réalité c'est matériellement pas possible, parce que quand tu es en train de faire un stream Twitch, t'es pas en train de, par exemple, de créer un contenu sur YouTube ou ce genre de choses, donc nécessairement tu es obligé de choisir. Et en fait c'est un vrai choix stratégique, parce qu'il y a des gens qui ne vivent que de ça, qui ne vivent que des réseaux sociaux, et donc quand ils basculent de plateforme, c'est pour eux un choix qui n'est pas anodin. Donc je suis assez d'accord avec toi que... Parce que limite, nous, c'est simple.
Parce qu'on fait en fonction de notre cible, c'est Mm. les acteurs du digital. Donc, c'est sûr qu'on va pas aller se mettre sur. D'un premier abord, on va pas aller sur TikTok. On va être sur Twitter. On va être aussi un peu sur LinkedIn et sur Twitch. Mais eux qui sont genre vraiment sur les jeunes, la masse, la beauté, tu vois, Ouais. c'est hyper compliqué Ouais, pour sur eux des parce sujets que mainstream, ouais. tous les réseaux peuvent être utilisés par eux, quoi. On a Nico qui met, tu choisis en fonction de la cible que tu veux atteindre, je pense. Ben, nous, c'est ce qu'on a fait un peu, c'est-à-dire que Twitch, on savait que c'était une cible très tech. Puis on avait aussi la volonté de monter une émission, donc voilà, ça faisait sens. Ensuite, Twitter, pareil, pour sourcer de la donnée, etc. En général, je pense que c'est aussi une cible relativement tech. Et puis le Discord, évidemment. Donc oui, effectivement, tu fais tes choix en fonction de ta cible. Après, voilà, encore une fois, c'est vrai que nous, par exemple, Instagram, on aurait été tenté d'y aller. Et même, je sais que Margot, elle avait vachement poussé pour. Et à raison ou à tort, franchement, on ne sait pas. Mais le seul truc, c'est que au bout d'un moment, si tu veux, on s'est rendu compte aussi qu'on n'avait pas, enfin voilà, on n'a pas des capacités à produire comme, je sais pas moi, une team Hugo Décrypte par exemple, et donc tu es obligé un peu de sélectionner quoi finalement. Donc aujourd'hui, on n'est pas trop mécontent de ce qu'on a mis en place, je pense. On a vu à peu près juste sur les réseaux, mais effectivement, c'est des choix qui sont relativement stratégiques. Olivier, mais Medium a ouvert son serveur Mastodon comme Flipboard aussi. Ah ok, Mastodon, je sais pas. Franchement, il y a des semaines où c'est la hype, il y a des semaines où ça redescend aussi vite. Donc, on a quoi? On a Mokuji qui dit les réseaux sociaux sont vraiment segmentés par génération désormais. Parce que je pense aussi que c'est. T'as des pratiques qui touchent plus ou moins certaines personnes. Moi, je sais que perso, swiper en permanence une vidéo de haut en bas et passer 2 secondes sur une vidéo, ça me gonfle très vite. Mais voilà, alors est-ce que c'est une question de génération ou de personnalité? Je sais pas. Mais c'est vrai que tu vas avoir des grandes tendances. Tu vas sur Facebook, tu sais que tu toucheras facilement je dirais, entre 45 et 60 ans, tu les toucheras beaucoup plus sur ça que sur TikTok. Mais après, voilà, il y a des affaires de personnalité aussi, je pense. Les amis, c'est un sujet passionnant, mais il faut qu'on enchaîne parce qu'on a encore d'autres articles. Donc je vous propose qu'on enchaîne sur l'article suivant. Toujours un article du siècle du digital qui va parler désormais de Google et de transparence. Alors, voyons ça. Google qui serait donc ciblé par les autorités. Bon, ça c'est quelque chose on en avait déjà un peu parlé, notamment voilà, sur des lois antitrust, ce genre de choses. Ils sont vraiment dans le viseur notamment du gouvernement américain. Et qui donc essaye de montrer un peu patte blanche, on va dire, avec la sortie d'un nouvel outil, je pense que c'est un outil qui sera intégré déjà dans ce qui existe. Donc je vous lis ça rapidement. Google est le leader mondial du secteur de la publicité numérique. Pourtant, son activité est actuellement remise en cause par une plainte déposée à son encontre par le département de la justice américain. Je crois de mémoire que c'est pas la première fois que ça arrive, hein, donc voilà, c'est pas non plus un truc inédit, mais en tout cas, l'affaire se poursuit. Celui-ci dispose d'un dossier solide contre la firme de Mountain View, accusée de pratiques anticoncurrentielles pour asseoir sa domination dans le secteur de la publicité. L'affaire fait suite à une autre plainte lancée contre Google en 2020. Voilà, il me semblait bien qu'il y en avait eu d'autres, c'est pas la première. L'entreprise semble vouloir redorer son image dans le domaine de la publicité. L'année dernière, elle lançait donc Mes préférences publicitaires, qui est une section dédiée à ça. Cette dernière permet aux utilisateurs de consulter des informations sur les thèmes publicitaires, les marques et les publicités récentes qui ont été vues dans Search, YouTube et Discover. Ils peuvent modifier ces paramètres en supprimant des sujets ou des marques ou en désactivant complètement les annonces personnalisées. Je pense que vous avez dû voir ça dans votre quotidien, une espèce de pop-in qui apparaissait, qui vous disait, qui vous suggérait en fait plus ou moins, voilà, en fonction de la pub, etc. Et puis dans vos préférences également, vous pouvez sélectionner. Qu'est-ce que j'en étais où là? Cette page permet également de voir les informations détenues par Google et sur les internautes. Que les entreprises exploitent derrière pour cibler des annonces. Désormais, donc la petite nouveauté qui apparaît, c'est que la firme de Mountain View, donc Google, va déployer un nouvel outil pour être encore plus transparente quant aux publicités proposées. Ça sera accessible via Mes préférences publicitaires dans le courant du mois, donc ils annoncent, c'est pas encore en place. Ça va s'appeler donc Centre de transparence et ce dispositif va permettre de rechercher toutes les publicités diffusées au cours des 30 derniers jours à partir de la liste des annonceurs vérifiés de Google.
Donc ça contiendra des informations sur les annonces, transmises sur la plateforme de l'entreprise, y compris la recherche dans YouTube, puisque YouTube appartient à Google, hein, vous le savez. Et ça indiquera aussi la région dans laquelle les pubs ont été diffusées, la dernière date à laquelle elles ont été projetées, leur format, etc. Donc, tout un tas d'infos finalement sur les publicités pour en savoir un petit peu plus et comprendre pourquoi est-ce qu'on est target par telle ou telle pub. Donc là, il y a une citation de Dan Taylor, qui est vice-président de Google, et qui dit « La transparence renforce la confiance des internautes et de nos partenaires et nous aide à rendre compte du travail que nous accomplissons. Les utilisateurs ont clairement fait savoir qu'ils voulaient en savoir plus sur l'identité de ceux qui diffusent les publicités qu'ils voient en ligne. » Ok, voilà, donc c'est un peu le pitch de ce projet, et donc cette idée de dire apportons un peu plus de transparence. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais à titre perso, je pense qu'ils font ça plutôt parce qu'ils ont la pression, hein, clairement, et ils sont obligés de donner un petit peu à manger, on va dire, et de faire en sorte de montrer un peu plus patte blanche. Mais bon, c'est une avancée, on va dire. C'est quelque chose qui est déjà là, quoi. Oui, de toute façon, c'est vrai que la pub, c'est ce qui nourrit Google, quoi. Parce que, comme disait Sébastien hier, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Ouais, c'est un Donc, peu leur business model depuis pas mal d'années. Après, bon, je sais pas si... La question que je me pose, c'est est-ce que véritablement le problème vient de là, ou est-ce que le problème il n'est pas aussi que Google, tu vois, a pas son équivalent en fait, et c'est ça qu'il y a de dommage, c'est qu'ils n'ont pas leur équivalent en fait. Il faudrait qu'il y ait peut-être 2-3 acteurs comme eux en fait qui permettraient un peu de jouer sur la concurrence. Là aujourd'hui ils dominent, et tu vois, c'est ça qui est problématique finalement. oui, parce qu'au final, en fait, ils prennent les marques en otage parce que pour faire des ads, tu es obligé de passer par Meta et je pense qu'ils sont tellement liés chacun que si jamais je sais, un concurrent se met, ben, en fait, pour faire des ads sur les réseaux sociaux, ben, en fait, ils vont pas pouvoir le faire avec la même puissance que Google. Et donc, en fait, nous, on a changé, on n'utilise plus Google Analytics à l'agence, on utilise Plausible. Mais parce que nous, on fait pas de ads, on n'est pas prisonnier de Google. Mais les marques, les e-commerçants, si tu veux faire du ciblage, tu es obligé de passer par Google. Donc, ah, carrément. Après, il y a là récemment, avec le phénomène ChatGPT et compagnie, là, et je sais que j'ai vu d'ailleurs Microsoft qui avait intégré dans Bing donc, la partie IA, enfin ChatGPT, qui a commencé à gagner quelques parts de marché, mais je pense que ça reste encore pas du tout significatif par rapport à ce qu'a Google, et qui commençait à introduire en fait dans les résultats de recherche aussi de la publicité. Donc en gros, dans Bing, tu as une partie, une extension style ChatGPT, enfin, ils l'ont pas appelé comme ça en fait, ils l'ont intégré directement dans leur moteur de recherche, ils ont intégré de l'IA, et ils commencent aussi à y mettre de la pub. Je lisais ça sur certains articles, donc voilà. Après... bon, voilà, je pense que le nerf de la guerre, ça va être comment faire tomber Google sur la partie moteur de recherche, parce que ils prédominent là-dessus. Ils ont, genre, je crois, 80 ou 90% de part de marché. Large, enfin, de loin, quoi. Donc, ça se joue pas à 10% près. C'est vraiment, ça. Donc, tu parles de Bing, mais Bing, c'est quoi? C'est vraiment... Je sais pas, ça doit être moins 5%, quoi. Ouais, 5-10% à mon avis, je sais pas, fais voir. Moteur. Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Recherche, part de marché. Part de marché des moteurs de recherche, WebRank Info, blog du modérateur, voyons voir. Alors, c'est un article qui date de mars 2023. Ouais, okay. 93,37 pour Google et ouais, même pas 3% en fait. Donc là, c'est le classement des moteurs de recherche les plus utilisés dans le monde, tout support confondu. Donc là, à partir de là, comment tu veux faire encore? Parce qu'il n'y a même pas un concurrent existant qui peut, genre, même qui a 20% de différence. Ouais. Non, là, c'est... Donc, comment tu veux faire? Ouais, c'est ça. Ok, bah écoute, on verra, on le testera peut-être en live, cette partie supplémentaire, mais après, je trouve ça toujours, moi je le dis souvent, hein, mais je trouve ça très positif qu'en fait, on se rende compte que la législation a du pouvoir et arrive à peser sur des gros comme ça. Ça, on l'a vu... On l'a vu sur bien des exemples. En ce moment, il y a une loi aussi qui est votée
je crois que c'est au niveau, je crois que c'est les députés qui votent ça, au niveau de la loi sur les réseaux sociaux. Ouais, les placements de produits, ouais. Voilà, ils veulent cadrer beaucoup plus, arrêter un peu le délire des placements mensongers, des trucs hyper dangereux même pour la santé. Donc je trouve que déjà ça bien que ça pèse en fait et que le législateur arrive en fait à contrebalancer un petit peu le pouvoir de ces GAFAM. On a Et Benter. merci beaucoup, Benter, ouais. Ouais, Benter, il met, on a un accord, il y a un accord de non-concurrence entre Google et Facebook qui s'appelle Jedi Blue. Jedi Blue, je sais pas comment on prononce. Je regarde ça. Ok, accord secret. On regarde. Merci, Benter. Et merci beaucoup également à Coultor qui nous rejoint. Coucou à toi. Salut. Alors, accord secret, une nouvelle version. Selon le procureur, alors où est-ce qu'on aurait... Alors, Jedi Blue, le nom qui bruisse sur la toile qui pourrait induire en erreur des fans de Star Wars, mais il donne surtout du travail aux juristes de Google et Facebook. Ce nom de code a été remis en avant après la diffusion du texte non édité d'une version amendée de plainte contre Google. Ok, comme l'explique... Il n'y a pas un endroit qui résume en fait ce que c'est. Ça m'aiderait bien. Ok, je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je trouve un article un peu plus précis. Parce que là, c'est assez long et je vais pas tout lire. Google et Facebook sont soupçonnés d'avoir faussé... Ah oui, d'accord, ok. Donc en fait, ça sera une espèce d'accord, d'une entente secrète entre les deux, entre Google et Facebook, pour un peu dominer le marché et asseoir un peu toute leur domination sur ben, c'est ce qui est marqué. Asseoir leur domination sur le marché de la publicité numérique en évinçant toute concurrence. Ok. Est-ce que c'est avéré ça? Est-ce que c'est avéré ou pas ce genre de choses? Est-ce que tu peux nous dire, Benter? Ok. Bon, bah écoute, moi j'avais pas beaucoup plus à dire sur cet article-ci. Je te propose qu'on enchaîne du coup sur la suite. Go. Donc l'article suivant, un peu plus dans la technique. Saupoudré d'IA, évidemment, vous savez bien qu'en ce moment, on y a droit en permanence. Et donc Microsoft qui lancerait Security Copilot, qui serait donc un assistant pour la cybersécurité. Donc il y a une vidéo, on pourra voir vite fait quelques aperçus, on va dire, voilà, la tête que ça a. Donc grosso modo, Microsoft a profité de son événement en ligne Microsoft Secure pour annoncer l'arrivée de Security Copilot, un nouvel assistant alimenté par IA destiné aux professionnels de la cybersécurité. Là vraiment, on sent que Microsoft, ils sortent de l'IA à toutes les sauces. Le but c'est, vas-y, on balance ça à tout le monde. L'outil combine la technologie GPT-4 d'OpenAI et un modèle de sécurité développé par Microsoft. Il s'exécute sur l'infrastructure Azure, bien évidemment, qui est Azure égale Microsoft. Et Microsoft Security Copilot serait donc en mesure d'analyser plus de 65 milliards de signaux quotidiens. Selon la firme, l'arrivée de ce nouvel assistant vise à pallier une problématique majeure du domaine de la cybersécurité, le déséquilibre entre les incessantes menaces et le manque de personnel qualifié pour y répondre. Donc voilà, bon, ça c'est un discours un peu... je dirais marketing et fait pour vendre, hein, mais en gros leur idée c'est de dire on sait qu'il y a une carence, on va dire, en personnel cybersécurité. C'est vrai aussi chez les devs, je vous rassure, c'est pareil en termes de dev en France, on manque énormément de développeurs et de développeuses, et donc en gros leur argument c'est de dire on vous propose ça à des fins de contrebalancer ça et d'aller vaincre les méchants assaillants, les cybercriminels. Bon voilà, ça c'est le truc pour faire vendre, je vous rassure. Le programme n'a pas pour objectif de remplacer l'expertise humaine, mais d'apporter une assistance pour améliorer l'efficacité des professionnels qui pourront répondre aux incidents de sécurité en quelques minutes, ça c'est ce qu'ils annoncent, au lieu d'heures et de jours. Tout comme Microsoft Copilot annoncé il y a quelques semaines, l'outil se présente comme une simple boîte d'invités. Les professionnels de la cybersécurité pourront ainsi l'utiliser pour différentes requêtes. On regardera la vidéo tout à l'heure, vous verrez la tête que ça a un peu. Donc qu'est-ce qu'on pourra faire? On pourra demander quelles sont les vulnérabilités et incidents. L'IA sera même en mesure de les classer par ordre d'importance. Demander des conseils, Security Copilot pourra indiquer les différentes étapes à suivre pour répondre aux vulnérabilités rencontrées. Ça pourra également intégrer des documents. Il est possible d'intégrer des fichiers, des URL, des extraits de code et de demander des informations à leur sujet. Donc voilà,
Je pense qu'en termes d'expérience d'utilisation, ils ont dû certainement beaucoup travailler là-dessus. Et puis travailler en équipe, un tableau qui est intégré à l'outil va permettre aux équipes d'épingler des réponses qui pourraient être utiles aux collègues. Donc voilà, cette notion un peu de travail d'équipe, de côté collaboratif qui est hyper important, qu'on retrouve sur des softs comme Figma ou ce genre de choses. Atomistic qui dit les agresseurs utiliseront aussi GPT-4. Oui, non mais de toute façon ça va être la guerre un peu entre les deux, hein, c'est toujours ça. Et puis eux auront probablement, les assaillants, accès à ce type d'outils, donc ils pourront aussi détecter les failles. Voilà, à minima ça permettra, je pense, de peut-être de nettoyer, de cleaner en fait certains kikoulol qui vont se mettre un peu à essayer de faire comment dirais-je, de la cyberattaque, parce que des fois, tu vois, je sais pas comment on appelle ça, c'est les script kiddie, je crois qu'on appelle ça, qui testent un peu certaines sécurités de suite et autres. Là, déjà, ça va cleaner pas mal ce genre de choses. Après, on est d'accord que des assaillants un peu chevronnés, là, pour le coup, les mecs, t'inquiète pas, je pense que ce genre d'outils, ils y auront accès et ils trouveront aussi les failles et voilà, il y aura toujours ce phénomène-là. Mais déjà, ça va automatiser, je pense, un certain nombre de choses et simplifier pas mal la vie justement de tout ce qui est je dirais, voilà, les gens qui sont dans la cybersécurité, quoi. Microsoft précise cependant que son assistant peut, comme tout programme alimenté par une intelligence artificielle, réaliser des erreurs. Il est toutefois doté d'un système d'apprentissage qui lui permettra de s'améliorer continuellement avec des informations internes et externes à l'organisation. Security Copilot est également en mesure de donner des informations au sujet d'éléments détectés par d'autres outils de cybersécurité. Donc ça c'est plutôt cool, ça veut dire que de ce qu'ils annoncent, tu pourras te plugger sur d'autres types d'outils en fait et prendre de la data d'ailleurs. Enfin, en tout cas c'est ce qu'ils ont l'air de dire. De plus, le chatbot indique les sources qui lui permettent de générer ses réponses. Ça voilà, ce côté citer les sources, c'est un peu le débat actuel et depuis notamment que ChatGPT en fait s'est fait un peu tailler sur ce sujet-là. Sinon, le sujet aussi que forcément tout le monde se pose concernant la gestion des données. Concernant l'utilisation des données, Microsoft tient à se montrer rassurant et garantit que l'intelligence artificielle sera utilisée de manière sûre, sécurisée et responsable. Ça c'est leur citation. Ainsi, les données ne seront pas utilisées pour alimenter l'IA en dehors du cadre de l'organisation. Voilà. Je vous montre rapidement et puis après on peut peut-être en parler si jamais vous avez des sujets. Sinon on passera à l'article suivant, c'est pas un problème. Voilà un peu la tête que ça devrait avoir. Alors j'adore toujours les vidéos de Microsoft. Les vidéos d'annonce, c'est un truc de fou comment. Alors là c'est pas une vidéo de démo, mais en général ils font des vidéos de démo qui sont assez impressionnantes. Et donc voilà à quoi ça ressemblerait. Une espèce de prompt bar comme ça, donc ils appellent ça. Et donc on peut taper du texte à l'intérieur, je pense. Voilà. Je montre ça vite fait. On peut voilà, drag and drop des fichiers, donc ça c'est ce qui était aussi annoncé. Pour faire de l'analyse, c'est un peu plus clean et c'est un peu plus pratique, je pense, de passer comme ça par un drag and drop de fichiers. Et ensuite, alors la vidéo est pas non plus, on n'a pas beaucoup plus d'infos, c'est une personne qui est en train de tester, voilà, et donc là vous pouvez voir un peu la tête que ça va avoir. Le résumé un peu des vulnérabilités qui ont été trouvées, etc., etc. Avec les sources en bas, les fameuses sources du coup de comment est-ce que les choses ont été analysées. Voilà, rien de nouveau sous le soleil, mais une expérience utilisateur qui, ma foi, doit pas être trop mal, surtout dans la cybersécurité. Je pense qu'on n'est pas trop exigeant parce que les outils sont sont pas toujours hyper, je dirais, un UX de fou furieux, mais en tout cas, voilà, un outil qui va pouvoir assister et aider pas mal sur la cybersécurité. J'espère en tout cas, moi, que ça sera quelque chose qui sera accessible, tu vois, par exemple pour les agences, parce que je me dis, si c'est quelque chose qui est accessible au plus grand public, ça veut dire que ça va faire monter un peu la sécu pour tout le monde, et des fois t'as pas les moyens de te payer une personne en cybersécurité pour tes sites, clairement pas, mais tu vois, typiquement je me dis par exemple les sites à PicBeam, une fois que c'est terminé, tu les passes dans une moulinette comme celui-ci, comme ce type d'outil, et tu peux vite détecter pas mal de failles ou ce genre de choses et les corriger de façon plus facile, tu vois. Ça peut être mais bien. c'est clair, tout ce qu'on peut automatiser, on est OK. Hein. Je pense que tu sais qu'on est des grands fans d'automatisation. Ouais. Chez Declic et Pigly, mais non, mais c'est clair que les bug bounty, quoi, qui c'est qui n'a pas entendu parler. En fait, il y a un bug bounty critique. Il faut tout arrêter, les gars, et
faut corriger le bug, C'est bug ça. bounty. Donc, C'est ça. de toute façon, tout ce qu'il faut automatiser, on prend. Hein. Carrément. J'ai une remarque dans le chat alors qui est un peu qui du coup de Benter qui est un peu pas sur le sujet, mais on peut en parler. On en parlera juste après. Je prends d'abord le commentaire d'Olivier qui met pour l'IA, il y a un outil grand public. On a un outil grand public pour le wow effect, mais il faut trouver les applications professionnelles pour vraiment asseoir l'IA. Ok, d'accord. Je ne sais pas comment trop réagir sur ce genre de choses. Je lis par contre l'autre commentaire de Benter qui dit Elon Musk et des experts demandent une pause dans le développement des IA, qu'en pensez-vous? J'ai vu cet article passer, j'ai pas forcément voulu en parler dans le sens où je me suis dit ok, encore des IA, on en a plein la tête. Mais je peux retrouver l'article si jamais ça t'intéresse. Et alors, qu'en pensez moi, je trouve ça très drôle en fait que de la part d'Elon Musk, que ça va vite. C'est plutôt lui qu'on a du mal à suivre. Donc. Ouais, c'est ça. Alors, je vais essayer de retrouver vite fait l'actualité. Tac. Appel à une pause. Voilà, j'ai un article de l'Express qui peut-être pourra nous en dire plus. Tac. Attendez, je vous mets ça. Voilà, je vous le mets là. Hop. Donc, l'article dit le propriétaire de Twitter et des centaines d'experts mondiaux ont signé mercredi un appel à suspendre pendant au moins 6 mois la recherche sur les intelligences artificielles plus puissantes que ChatGPT 4. Et donc, ils disent des risques majeurs pour l'humanité, je vais y arriver. Ce sont les termes employés par Elon Musk et des centaines d'experts mondiaux. Mercredi 29 mars, quelques 1100 experts ont signé un appel à une pause d'au moins 6 mois dans la recherche sur les intelligences artificielles plus puissantes que ChatGPT 4, le modèle d'OpenAI, il lancé mi-mars. Ouais, c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle parce que, en fait, de la part d'Elon Musk, ça juste drôle. J'ai beaucoup de mal à croire qu'on va faire une pause, surtout que c'est hyper trendy, que ça marche. Bon, les gens en ont un peu marre, mais voilà. Une pause de 6 mois. C'est super, quoi. C'est ça. Et surtout, je me dis, en fait, le truc, c'est que tu vas avoir forcé. Enfin, tu as des intérêts économiques, là. Tout le monde est est vraiment sur les crocs parce qu'on sent qu'en fait, il y a du pognon à se faire derrière tout ça. Je pense pas que les gens vont arriver et dire, ok, Elon Musk a dit stop, c'est bon, on arrête. Enfin, je sais pas, toi, Benter, tu as peut-être ton avis, hein, n'hésite pas à nous le dire, mais je trouve ça très drôle, en fait, de la part d'Elon Musk. Je comprends pas trop ses arguments et l'argument de dire, oui, risque majeur pour l'humanité. J'y crois pas. Non, mais Elon Musk, c'est avant tout un mec du market et de la com, quoi. Il faut pas. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'il dit, il joue avec ça. Enfin, le mec, il est pas con, quoi. Donc, s'il dit ça, les mots qu'il choisit, ils sont bien précis. C'est parce qu'il y a quelque chose derrière. On verra dans 6 mois, justement, peut-être. C'est ça. C'est ça. Que... Donc, pour répondre à ta question, moi, je n'ai pas pris le temps d'étudier l'article, donc je t'avoue que je ne serai pas suffisamment précis, mais comme ça, réaction à chaud, je trouve ça, permets-moi de rire, quoi, d'entendre que Elon Musk se soucie de l'humanité. J'ai un peu de mal à y croire. Je pense que c'est plus pour des intérêts économiques. Après, je sais que c'est un personnage, j'avais vu ça sur un documentaire, qui est quand même très... qui a aujourd'hui, je pense, est vraiment au sommet de ce qu'il peut faire, et qui a toujours eu quand même cette espèce de... En tout cas, c'est ce qu'il annonce, d'idée de dire qu'il veut essayer de sauver l'humanité, d'apporter du bien-être, en fait, pour les humains. Donc peut-être qu'il y croit profondément, mais après, moi, ce que je veux dire par là, c'est... ça reste quand même quelqu'un qui a la tête d'une industrie énorme, voilà, il représente un gros pan de l'économie, numérique en tout cas. Je sais pas si véritablement c'est pour des considérations humaines, quoi. En fait, c'est le fait de dire arrêter, mais que pendant 6 mois. Si tu veux, autant tu dis arrêter tout pendant 10 ans, bon là tu dis ok, il y a son why, il le dit, pourquoi il fait Tesla, pourquoi il fait SpaceX, c'est parce qu'il veut... comme tu dis, il veut vraiment améliorer l'humanité et le confort, mais 6 mois, en fait, c'est le truc un peu qui casse un peu le discours, quoi. On a une réaction aussi de Irlad qui dit bonjour. Je pense effectivement que le premier qui va lever le pied sur le dev de l'IA va se faire distancer et finir derrière. Par contre, il a fallu moins de 4-5 mois pour qu'on passe de la découverte de ChatGPT à il faut arrêter le dev de l'IA. En fait, je pense que c'est un trop-plein. Et moi, je vais te dire sincèrement, j'en ai ras la casquette parce que je prépare 2 matinales par semaine et voilà, qui me demandent du travail de recherche. Franchement, dans mes feeds, t'as un article sur 3 ou sur 2
qui est plus ou moins lié à l'IA. C'est très pénible. À force, t'en as vraiment marre. Donc, moi, je préférerais, en fait, que je dirais pas spécifiquement d'arrêter des recherches, mais arrêter de nous en parler. Parce que franchement, là, tu sens que les blogs, c'est du réchauffer, réchauffer, quoi, tu vois. Et même au niveau de YouTube, au niveau de toute la création de contenu, c'est vite pénible. Donc, voilà, moi, je dirais, stopper les recherches sur l'IA, je trouve ça compliqué. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin, je comprends pas en fait comment déjà techniquement ça serait possible, mais par contre, arrêtez de nous casser les oreilles avec ça, on en a ras la casquette, quoi. Ah ben voilà, Graphicart plus 1, c'est un enfer. Voilà, tu dois Ouais, savoir non, de mais quoi je parle, clairement. Graph. Donc voilà. Coucou, Toine, comment ça va? Ça va bien et toi? Olivier qui met l'IA aujourd'hui, c'est le métavers d'il y a 1 an ou le cloud d'il y a 10 ans. Enfin, franchement, pas à cette échelle, vraiment. Enfin, je sais pas si c'est parce que j'y suis en plein dedans, voilà, et que je prépare des actus régulièrement, mais franchement, moi, j'ai pas souvenir qu'on nous ait autant, comment on dit, Casse les rabâché, oreilles. voilà, je sais plus, il y a un truc avec les oreilles, mais je sais plus ce que c'est l'expression, rabattu les oreilles, c'est ça. Je sais pas le souvenir qu'on nous ait enfin, on dit comme ça chez moi. Bon, c'est voilà. Mais Voilà, Figeac, ouais, c'est voilà, assez c'est niche, ça. hein. Bon, c'est le lot, c'est niche un peu. Mais j'ai pas souvenir que qu'on nous ait rabattu les oreilles comme ça, tout le temps à parler de métavers et de trucs. Ça a été hype, tu vois, c'est monté, puis c'est redescendu, mais pas autant, quoi. Grave qui met pour le stop des IA, j'ai surtout l'impression d'entendre, on est en retard, nous, laissez-nous 6 mois pour nous rattraper. J'ai vraiment l'impression, ouais. De toute façon, lui, il fait forcément ça dans un intérêt, c'est certain. Oui. Je pense que vraiment, c'est peut-être justement lié à ce que tu dis, mais l'expression de oui, c'est bon pour l'humanité, j'ai un peu de mal. Moi, ça me rappelle la hype des NFT, peut-être. Est-ce que c'était aussi sur une période aussi longue? Parce que franchement, ça fait longtemps, hein, les IA. Ça commence vraiment à être long. Bon, voilà. Écoute, Margot, je sais pas, toi, ce que. Je pense que le bilan est un peu le même que moi, si j'ai bien compris. Mais voilà, l'IA, s'il vous plaît, arrêtez, quoi. Les médias, si vous nous entendez, s'il vous plaît, arrêtez de nous rabâcher les oreilles. C'est un message collectif. Manu qui met Merci beaucoup. pour moi la diff, c'est la hype. C'est que la hype est beaucoup plus justifiée pour l'IA que pour le NFT. Bah, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement l'IA va avoir un vrai impact sur notre quotidien. Ça va être relativement impactant. Il y aura un avant et un après. Mais enfin, tu vois, je pense que aussi les trends, c'est quelque chose qui est difficilement contrôlable. Les NFT, franchement, tout le monde y croyait. Le métavers, tout le monde y croyait. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est compliqué. J'ai vu, c'est Disney aussi qui a stoppé toutes ses recherches sur la partie métavers. Bon, les trends, de toute façon, c'est quelque chose de difficilement contrôlable. Je suis d'accord avec toi que c'est justifié, mais franchement, autant d'articles et tout. Olivier qui met 5 mois, c'est long. Les NFT, c'était 1 an en plus. Certes, mais est-ce que c'était à cette échelle-là? Après, c'est peut-être que je suis biaisé parce qu'à cette époque-là, on faisait pas de stream et donc voilà, là, je suis en plein dedans et je m'en rends compte. Mais franchement, je trouve ça très long. Il y a peut-être un débat à avoir sur l'éthique à mettre autour des IA, dit Benter. On voit bien que la technologie va plus vite que les réflexions sur l'impact que ces technologies vont avoir sur les métiers de chacun. Il y a effectivement cette question d'éthique. Moi, je sais que notamment, on en avait parlé avec Basti sur l'impact de l'IA dans le design. Et l'avis de Basti là-dessus, c'était en gros, les choses évoluent, ça a toujours été comme ça, et en gros, les gens vont devoir pas s'adapter, mais en fait, il y a des gens il y a d'autres aussi activités qui vont apparaître, et voilà, c'était un peu le pitch, c'était de dire, regardez, par exemple, quand la photo est apparue, les gens se sont mis sur les appareils photo, pour autant, il y a toujours des peintres qui existent, tu vois. Donc, voilà, il avait un avis qui était de dire, non, ne craignons pas spécifiquement, c'était cette vidéo-là. Ils volent le travail des designers. Qui était donc de dire non, n'ayons pas peur de ce genre de changement, essayons de nous adapter, de le prendre comme un nouvel outil, et puis voilà. Donc après, ces débats d'éthique sont aussi très très intéressants, mais en tout cas, ça change pas le fait qu'ils nous cassent les oreilles avec les IA et qu'on n'en peut plus, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. On enchaîne rapidement, les amis, parce que je vois qu'il est déjà 9h30, j'ai encore 1 ou 2 articles à vous détailler. Je pense qu'il y en a un, je vais juste le lire vite fait, et puis l'autre, on en parlera un petit peu plus. Donc l'article dont je voulais vous parler, c'est Twitter. Donc ça, je vais en parler très rapidement, je vais passer dessus. Twitter, du coup, qui a annoncé les nouveaux prix de son API. Bon,
Vous allez voir, c'est pas ouf. Donc en gros, pour situer le contexte, je vais résumer l'article. Les API de Twitter qui ont été stoppées, il y a quelques... Alors, je sais pas s'il y a eu des avis un peu divergents, il y a des gens qui n'y avaient plus accès, d'autres aussi, bon bref. En tout cas, au niveau des API de Twitter, il y a eu du changement. Ils ont fait un communiqué comme quoi, en fait, c'était volontaire, que c'était pas un bug, donc effectivement, ça a été coupé. Et derrière, ils ont dit, en gros, on le relancera, mais en fait, ça sera pas gratuit. Donc du coup, on attendait un peu quel va être le nouveau modèle économique parce qu'en fait, il y a plein d'outils qui utilisent les API de Twitter et qui dépendent en fait de ça pour pouvoir alimenter leur contenu. Donc, le réseau social dirigé par Elon Musk a partagé les premières informations concernant le changement de politique de son API, les comptes et autres services qui utilisaient jusqu'à présent les anciennes API pourront arrêter de fonctionner dans une trentaine de jours lorsque celles-ci seront rendues obsolètes par l'entreprise. Donc je passe un petit peu sur certaines parties. Grosso modo, ce qu'il faut retenir. Il va y avoir donc 3 offres. Une offre gratuite, donc offre gratuite qui propose considérablement moins d'options que les précédentes. Par exemple, les comptes ne pourront poster que 1500 tweets par mois, soit 50 tweets par jour. Donc pour celles et ceux qui voudront faire leurs petits tests, etc., je pense que ça sera largement suffisant. Mais pour certains qui montent des outils basés là-dessus, ça sera clairement pas assez. Et alors surtout, ce plan gratuit, dans le cadre de ce plan gratuit, nous ne pourrons pas accéder à certaines fonctionnalités. Donc la deuxième offre, elle, ça s'appellera l'offre basique, et c'est là que moi je trouve un peu border, c'est qu'en gros quand tu as envie de pousser un petit peu plus et que tu es prêt à mettre un peu d'argent, faut quand même que ça reste accessible. Or là, l'offre basique est proposée à $100 par mois. Moi je trouve ça énorme, $100 par mois. Sauf si ton business est vraiment basé là-dessus, évidemment, mais $100 par mois, ça laisse pas vraiment la place en fait à des gens, typiquement à des agences, des choses comme ça, qui commencent et qui débutent pour aller tester et faire quelques tests beaucoup plus poussés. Parce que voilà, dans leur plan basique, ils disent for hobbyist and prototype. Si t'es un hobbyiste et que t'es prêt à mettre $100 par mois, c'est que t'es un hobbyiste sacrément passionné, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'en tire. Une somme déjà, donc c'est ce qu'ils disent, une somme que déjà un très grand nombre de développeurs ne peuvent pas se permettre de dépenser. Celle-ci propose 3000 tweets par mois au niveau utilisateur, 50 000 tweets par mois au niveau de l'app et récupérer un maximum de 10 000 tweets par mois. Encore une fois, les propositions sont inférieures aux anciennes offres. Et donc la dernière, ils appellent ça l'offre Enterprise, la dernière version payante destinée aux entreprises, mais Twitter n'a pas encore communiqué de prix. Cette offre, selon le site, donc ils disent un accès commercial qui répond à vos besoins, ainsi qu'à ceux de vos clients. Après, voilà, ils ne précisent pas exactement de combien, quel est le prix. Donc il faut savoir que toutes les API, API standard V11, Essential et Elevated et Premium vont être supprimées et vous devrez en fait migrer vers ces nouvelles API et cette nouvelle version basée sur des offres payantes. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous indiquer sur Twitter. On termine cette matinale avec un dernier article, on va en parler ensemble. Plus sur la partie e-commerce. Alors, je vais lire vite fait vos commentaires, essayer d'y répondre si je peux. Je pense que c'était plus en lien avec les articles précédents. Olivier qui disait, par contre, contrairement aux autres hype, NFT Metaverse, c'est accessible à bien plus de personnes, dans plus de domaines, effectivement. Qu'est-ce qu'on a Irlad qui dit, le truc avec les NFT, c'est que ça représente avant tout un standard de token qui existe depuis 2017, comme l'IA existe depuis longtemps. C'est uniquement les médias qui créent, alimentent la hype, soit en vulgarisant trop, soit qui n'y comprennent rien. Tout à fait, et c'était pareil avec le métavers. Je t'invite à aller voir d'ailleurs sur ma chaîne Anto Parle Web, il y a une interview sur le métavers, une interview de Sin, qui est un utilisateur très actif de Twitch, et qui détaille très bien ça. Le métavers, c'est un concept qui existe depuis les années 90 et qui est hyper biaisé aujourd'hui. Il y a plein de gens qui se revendiquent métavers alors que pas du tout. Donc voilà, c'est souvent le cas en fait. On reprend des concepts, on met un peu de peinture, on market tout ça et puis ça fait vendre des articles. Voilà, je joue un peu les vieux cons, mais je fais ce que je veux. Ça, j'en doute pas, de toute façon, il y a un moment où la techno passe un cap qui permet de faire un premier pas dans l'univers mainstream grâce aux médias, les réseaux sociaux et la vulgarisation. Ok, allez, on enchaîne avec le dernier article, l'usine digitale, qui parle donc d'Apple Pay. Apple Pay Later, le paiement fractionné qui devient une fonction à part entière de l'iPhone. Alors,
Apple va donner à ses clients une nouvelle raison d'utiliser leur iPhone pour payer leurs achats. L'entreprise a annoncé le 28 mars le lancement de sa fonctionnalité de paiement fractionné Apple Pay Later en bêta privée. Ce qui fait officiellement de la firme à la pomme un nouvel acteur à part entière du crédit à la consommation. Une sélection aléatoire d'utilisateurs américains va recevoir à partir de cette semaine l'accès à la fonctionnalité. Et donc ils disent que dans les prochains mois, elle sera accessible à tous les utilisateurs d'iOS 16.4 et d'iPadOS 16.4 aux États-Unis. Apple Pay Later va permettre d'étaler les paiements en 4 fois sans frais sur une durée de 6 semaines. Dans le détail, les utilisateurs devront activer d'abord la fonctionnalité dans leur wallet, et puis pourront candidater pour des prêts allant quand même de 50 à 1000 $. Donc on est plus sur du microcrédit, mais voilà, jusqu'à 1000 $ quand même. Hein. Une fois le crédit accepté par Apple Financing, l'option de paiement fractionné avec Apple Pay Later apparaîtra au moment du passage en caisse chez les marchands acceptant le paiement Apple Pay quand même. Il faut aller chez des gens qui sont compatibles Apple Pay. Et l'ensemble des échéances à venir sera résumé dans le tableau de bord du wallet. Donc on a une petite capture ici que vous pouvez apercevoir pour voir un peu la tête que ça va avoir. La protection contre la fraude sera assurée par un partenariat avec Mastercard. Quant au coût pour les marchands, il sera compétitif par rapport à la concurrence, a indiqué un porte-parole de Mastercard. Ok, donc ça veut dire que c'est côté marchand en fait qu'on va devoir assumer ce coût. Bon. Par contre, ce qui est remarquable, c'est ils annoncent en tout cas pas de pénalité de retard. Donc c'est conçu avec la santé financière des utilisateurs à l'esprit, c'est ce qu'ils disent. Et donc Apple Pay Later ne permettrait pas aux consommateurs d'utiliser de cartes de crédit pour ces paiements afin de ne pas les encourager au surendettement. Apple a également choisi de ne pas facturer de pénalité de retard en cas de défaut de paiement. En revanche, Apple Financing précise qu'il prévoit de transmettre toutes ces données aux agences de notation de crédit à partir de cet automne. Voilà, Margot, Apple Pay Later. J'ai l'impression qu'ils essayent un peu de s'étendre, tu vois, surtout, voilà, y compris les domaines de la banque et du microcrédit. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Là, j'ai l'impression, entre Microsoft, tu vois, ils font le futur Notion Biz, ils font la cybersécurité, ils font, je trouve qu'ils... Tous ces gros mastodontes, ils se diversifient de ouf, quoi, ouais. Et... Bon, bah écoute, s'ils veulent, il n'y a pas de souci. Après, le domaine de la banque et de l'assurance, tu vois, c'est quand même, je pense, un domaine, entre guillemets, relativement lucratif et surtout oui, voilà. qui te permet de t'insérer un peu partout, d'obtenir de la donnée, qui n'est pas forcément... De toute façon, s'ils vont là, c'est parce qu'ils ne se sont pas levés un matin, ils ont dit, bon allez, vas-y, on va faire la banque. Ouais, il y a toujours des enjeux stratégiques derrière. Après, en fait, c'est comme les banques... on va dire les choses qui sont les éléments qui sont institutionnels à travers les mastodontes du digital, ils veulent aussi leur part du gâteau et ils veulent aussi contrôler un peu tout, quoi. C'est un peu toujours pour moi cette idée, je trouve franchement à force c'est un peu une guerre froide, une guerre silencieuse de pouvoir et qui se joue, quoi. Il y a les banques ou tous ces trucs de cybersécurité installés. Et en fait, eux, derrière, en sneaky, ils sont là, au fait, on a commencé à faire un réseau social, c'était super sympa, on vend des ordinateurs, c'est rigolo. Et puis en fait, finalement, hop, on crée d'autres trucs et on s'installe doucement mais sûrement pour conquérir le monde. Ouais, et puis diversifier leurs sources de revenus aussi, parce que je pense que c'est ça, c'est que en fait, quand tu es à ce niveau-là, il te faut essayer d'anticiper l'avenir et de pouvoir être beaucoup plus stable financièrement, d'avoir des capacités financières, et donc tu t'étends. Et en plus, souvent, tu vas avoir des secteurs qui vont pouvoir, entre guillemets, se toucher et faire en sorte de faire des ponts, quoi. Donc, s'auto-alimentent, hein. Pour vivre, ils ne peuvent pas rester sur un seul truc, quoi. Après, moi, ce principe du microcrédit, bon... je pense que c'est des choses éthiquement discutables aussi, donc ça pousse à la consommation en fait, c'est ça qui me dérange, tu vois. Oui. Donc moi c'est plus sur cette partie-là que je trouve ça... si t'as pas des gens qui sont capables de gérer leurs finances derrière et qui sont vachement dans le consumérisme, etc., ça peut être... moi je trouve ça relativement dangereux, quoi. Voilà. Mais bon, après, les microcrédits, c'est pas eux qui l'ont inventé, hein, c'est des choses qui existent déjà depuis pas mal de temps, tu vois. Après, c'est vraiment d'éthique. Est-ce que tu es OK pour que une entreprise possède autant de données personnelles? Ah oui, surtout que là, c'est quand même... Enfin, à partir du moment où tu as accès à des comptes ou à une comptabilité, ce genre de choses, tu vois à peu près toute la vie des gens, tu peux savoir, je sais pas moi, s'ils ont des soucis de santé et tout, au travers de leurs dépenses, il y a plein de choses qui apparaissent, quoi, je pense.
Mais Apple, regarde, toutes les applications un peu anodines sur la santé, Apple Santé, là ils ont fait Apple Fitness, enfin, Ouais, en fait ils savent vraiment mais tout de toi, tout ouais, de toi. Et la banque limite, c'était ah bon ils ont pas encore fait le côté bancaire. ouais, c'est ça. C'est, tu vois, enfin pour moi ça reste cohérent avec leur logique. Et ce que tu dis, j'adhère tout à fait quoi Mm, mm. sur le fait. Mais bon, après, c'est nous, utilisateurs, il faut avoir le choix et comprendre tous ces enjeux et décider si oui ou non tu veux leur donner toutes ces infos-là. Mm, mm. Carrément. Carrément. Ben voilà, écoute, de toute façon, c'était le dernier article un peu pour clôturer sur l'actu. Ce que je voulais vous partager vite fait, mais voilà, c'est plus un partage que véritablement un truc à discuter. Il y a Sony qui a partagé 2-3 ressources que je trouvais intéressantes, notamment pour les devs, avec ce site qui s'appelle react.gg, qui est plutôt cool, qui permet en fait pour les gens qui voudraient un peu monter en compétence sur, sur la librairie React. Donc c'est une espèce de jeu, une espèce de serious game, ou je sais pas comment on va appeler ça, qui vous permet de faire des petits exercices comme ça sur du React.js. Donc je vous partage ça vite fait dans le chat, comme ça vous pourrez aller tester. Tac, voilà. Ensuite, il y avait une autre ressource que j'ai trouvé cool, plus sur la partie motion qu'il a partagé. Donc, un nouveau plugin qui permet de faire, qui facilite, on va dire, toute la partie animation de personnages. Donc, c'est plutôt cool. Ça s'appelle DK Tool. C'est sorti par Motion Design School, qui est vraiment assez connu et reconnu dans le monde du motion design. Donc, je vous partage ça aussi. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais vu? J'ai vu deux choses sympas. D'abord, ce site qui s'appelle pigment.shapefactory, qui va vous permettre en fait de définir des gammes de couleurs quand vous êtes en recherche, voilà, création d'identité, ce genre de choses. Le site est plutôt bien fichu. Vous pouvez contrôler un petit peu, voilà, est-ce que vous voulez plus ou moins de saturation, plus ou moins de lumière, et vous avez un aperçu avec toute une gamme, une palette de couleurs qui est associée, on va dire. Donc ça peut vous aider. N'hésitez pas à mettre ça en favori. Et dernière chose que je voulais vous partager, c'est ce petit article hyper cool. Qui en fait parle des exports d'SVG sous Figma et comment faire en sorte d'avoir des exports d'SVG beaucoup plus clean et de contrôler un peu plus la façon dont est structuré les SVG que vous exportez sous Figma avec voilà, des petits conseils, des plugins à utiliser, ce genre de choses. J'ai trouvé très très bien fichu cet article, donc je vous partage tout ça. Voilà, un peu pour que vous puissiez aller tester. Je vous mets tout ça, top ça, dit Antoine. Ben écoute, tire à lire cet article, tu vas voir, c'est bien fichu.